Parfait. Alors, on y va. Module 3, portefeuille d'action. Alors, objectif du module. Donc ça, vous voyez, typiquement, là, on est sur le cours cotation. Tout ça n'est pas lié. C'est à nous, ça, en fait. Donc, vous voyez, si moi, par exemple, je vous parle de l'ESG et que c'est pas attendu dans l'examen, bah, on a un problème. Moi, je sais que dans la gestion d'un portefeuille d'action, il est question de ces sujets-là et de tous ceux qui ont été abordés ici, qui vont être abordés ici. Vous voyez, typiquement. Et donc, l'intérêt que j'ai à pouvoir faire vérifier le travail, c'est que derrière, je peux aussi améliorer le contenu du support de cours. D'accord? D'où l'intérêt que vous ayez à faire vraiment systématiquement le travail, etc. Après, de toute façon, je pense qu'à terme, ils jetteront un œil au manuel, hein, mais c'est pas d'actualité. Allez, on y va. Donc, réaliser une analyse fondamentale d'une entreprise cotée, réaliser une analyse boursière, valorisation, performance, dividende, réaliser une analyse chartiste sur des titres. Donc là, typiquement, on y sera, on n'aura pas le choix. Étudier les facteurs ESG et RSE. Sélectionner un titre selon le couple rentabilité-risque. Construire un portefeuille diversifié adapté au profil de risque. Donc là, franchement, hein, pour les plus pugnaces de ceux qui sont chez nous là, qui suivent là, on a forcément déjà travaillé les actions sur des mécanismes un peu sérieux. La dernière en date, c'est l'élection de Trump. On a constitué un portefeuille de combat sur l'élection de Trump en action US. Donc ça, on l'a fait au cordeau, tout a été fait, sauf étudier les facteurs ESG et RSE, parce que bah, évidemment, c'est pas américain ça. D'accord? Donc c'est le seul truc qui devrait être vraiment nouveau pour vous. Moi, Allez, pour on le y coup, va. j'ai rien fait de tout ça, hein. Bah, c'est pas grave, Ok, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, vous n'êtes ok. pas le seul d'ailleurs, hein. Karnan ne l'a pas fait, Sarah ne l'a pas fait, Arthur, je sais pas, Benjamin, oui, Hassen, Non non, plus. Léo, oui. Voilà, pour parler de ceux qui sont là ce soir. Donc, non, il n'y a pas, y a pas de mal et Ok, pas de ça sujet. roule. Ok. De toute façon, de toute manière, on est là pour apprendre, hein. Dans tous les cas, c'est l'objectif, hein. Donc, on s'en tient à ça et allons-y. Alors, l'analyse fondamentale vise à déterminer la valeur intrinsèque d'une entreprise. Intrinsèque, c'est sa valeur propre, en étudiant ses performances financières, sa position concurrentielle et ses perspectives de croissance. Ça, c'est court, ça, c'est le texte. L'analyse fondamentale, si on doit le définir, si on doit lui trouver une fonction, c'est déterminer la valeur intrinsèque d'une entreprise en étudiant ses performances financières, sa position concurrentielle et ses perspectives de croissance. C'est les trois éléments qui font l'analyse fondamentale. Lecture des états financiers. On a chiffre d'affaires, EBITDA, c'est un terme un peu en botte cagette, mais en réalité, ça ne dit pas grand-chose. Résultat net, mesure de la profitabilité, compte de résultat, donc là pareil. Alors, les actifs. Donc on va chercher les actifs d'une entreprise. Ses immobilisations, ses stocks, ses créances. C'est en clair tout ce que possède l'entreprise. Et paradoxalement, l'entreprise a aussi du passif. Ses dettes, donc ce qu'elle doit, ses fonds propres. Les fonds propres, c'est ce qu'elle doit d'une certaine façon aussi. La mesure de la solidité financière, tout ça, ça fait partie, c'est constitutif du bilan. Un bilan, c'est passif-actif. Compte de résultat, c'est charge et encaissement. Et ensuite, on va regarder le cash flow opérationnel d'investissement, donc toujours cash flow, le cash flow opérationnel, le cash flow d'investissement et le cash flow de financement. Tout ça, c'est la mesure de la génération réelle de cash. Comment on génère le cash. Et ça, on le trouve dans un tableau des flux de trésorerie qui doit être aussi parfois mis à disposition pour les entreprises cotées en bourse qui lorgnent sur des actionnaires. Les ratios de valorisation et d'analyse. Donc, on va reparler ici de ce qu'on a vu un peu plus haut en exemple, en l'occurrence l'EBITDA. On va commencer par le PER, le Price Earning Ratio. C'est le cours divisé par, c'est division ça, hein, le bénéfice par action. Et ça, cela mesure combien le marché paie pour 1 euro de bénéfice. Plus le PER est élevé, plus la valeur est en croissance. Plus le PER est bas, plus la valeur est décotée, décorrélée de la réalité. Mais attention, parfois elle est décorrélée de la réalité pour de bonnes raisons, d'où l'intérêt d'utiliser plusieurs indicateurs. Le ROE, Return on Equity, donc ça clairement, c'est le retour sur investissement. Résultat net divisé par capitaux propres. Cela mesure la rentabilité des fonds propres qui ont été investis. Au-delà de 15%, on considère comme bon. L'EBITDA, donc c'est le résultat avant intérêt, avant impôt, avant dépréciation, dépréciation et amortissement divers, proxy du cash flow opérationnel, et cela permet les comparaisons sectorielles. Donc si on doit chercher, on l'a vu juste ici, la position concurrentielle, on devra le faire avec deux, trois valeurs du même secteur et évaluer quel est l'EBITDA de chacun pour comparer quelle est l'efficacité de chacune de ces entreprises, du point de vue de ce qu'elle rémunère au regard de ce qui a été investi. Ensuite, ici, on a le earning, c'est le levier financier, c'est la dette nette divisée par les capitaux propres. Vous voyez, à chaque fois, c'est de la division, c'est des chiffres nets et précis, on ne cherche pas midi à 14 heures, il n'y a pas d'appréciation personnelle. Comme au premier jour de cette session de formation,
Et tout au long de votre session de formation, contrairement à ce qu'on a eu l'habitude de faire lorsqu'on travaille des graphiques financiers, sur les graphiques, on cherche à identifier une opportunité. Donc, il y a de l'interprétation propre à chacun. Là, il n'y en a aucune. On cherche un chiffre, on l'identifie, on le met en valeur, on le compare et on a le résultat. Au-delà de 100%, l'entreprise est fortement endettée. Donc ça, il faut savoir si une entreprise est endettée ou pas. C'est important. Ensuite, on a levé divisé par EBITDA. Donc, valeur de l'entreprise divisé par l'EBITDA qu'on a identifié plus haut. Multiple de valorisation utilisé pour comparer des entreprises, ici aussi, d'un même secteur. Donc, EBITDA toujours, on est sur de la sectorisation. Rendement du dividende, là, c'est une simplicité absolue. On prend le dividende par action, par exemple 2 euros de dividende par action, le divise par le cours, et ça vous donne la mesure, ça la mesure le revenu généré par action. Et donc, ça la rend attractif ou pas pour les investisseurs de type prudent. Quand on sera sur des investissements de type prudent, on s'intéressera naturellement aux dividendes et on s'intéressera surtout à ce que l'entreprise a la capacité de générer en dividendes par action pour la rendre attractive. OK. L'analyse Chartis, ça va aller très vite. En complément de l'analyse fondamentale, et c'est systématiquement en complément, et il faut que ce soit concordant aussi. L'analyse Chartis permet d'optimiser les points d'entrée et les sorties sur un titre. Succession de plus haut, de plus bas descendant, tendance haussière, up, trend, donc ça vous connaissez déjà, tendance haussière, pas besoin d'aller plus loin. Succession de plus haut et de plus bas descendant, tendance baissière, au plus haut, bas, plus bas, vous connaissez la chanson. Les cours évoluent dans un canal de type horizontal, c'est ici un signal neutre, phase de consolidation. En clair, on a vu déjà dans un premier temps l'analyse graphique liée à des indicateurs. On a vu la moyenne mobile, on a vu d'autres outils. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est simple d'un point de vue analyse graphique, c'est regarder si on fait des hauts plus hauts, des bas plus bas ou si on a latéral. Puisque ça nous permettra d'identifier, et là on vous le met ici, la règle de base, n'acheter que dans le sens de la tendance long terme. L'analyse chartiste sur un titre individuel doit toujours être mise en perspective avec la tendance sectorielle et macroéconomique. Donc là, on a fait sectoriel et on a fait le macroéconomique. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'analyse graphique. Okay, donc ça ne bouge pas. Et finalement, ça vient en complément de ce qu'on a déjà vu. Et on pourra, du coup, illustrer vis-à-vis de ces éléments-là notre analyse en disant, effectivement, cette valeur est en tendance haussière pour telle raison. Et ça corrobore l'analyse qu'on a faite, je ne sais pas, moi, on est dans un secteur en tension, on est dans un cycle d'expansion, on fait des hauts plus hauts, bingo. Facteur ESG, notation extra-financière. Extra-financière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va juger une entreprise en se référant à des critères autres que ceux liés à la finance. C'est-à-dire qu'on va regarder si cette entreprise, par exemple, elle a un bilan carbone neutre. Donc là, on est sur de l'extra-financier, mais il y a aussi des notations pour ces choses-là. Et l'ESG, ça signifie environnemental, social, de gouvernance. Donc l'investissement responsable. Donc l'investissement responsable intègre des critères non financiers, qu'on appelle donc extra-financiers, comme par exemple, je vous dirais, une activité extrascolaire. Elle ne fait pas partie des activités scolaires. Elle est extrascolaire, donc extérieure. Mais là, on est sur des critères extérieurs à la finance et qui viennent donc influer la décision d'un investisseur. C'est ce qu'on appelle les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Ça c'est le début de la partie la plus complexe de ce qu'on va aborder, puisqu'on verra ici qu'il y a plusieurs types de certifications. Et ce serait bien de pouvoir. Là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau a priori, sauf ceux qui ont été vers l'AMF et qui ont développé avant qu'on en soit là leurs compétences. Là, on est sur des sujets assez pointus. OK. Donc, les 3 piliers ESG, émissions de CO2, politique climatique, gestion des ressources naturelles, empreinte carbone. Ça, c'est tout ce qui concerne l'environnement. Ensuite, il y a les conditions de travail, la diversité et l'inclusion. Inclusion, personnes handicapées, la diversité, les hommes, les femmes, relations avec les sous-traitants. Vous voyez, par exemple, on parle beaucoup d'agriculture. Sarah va pouvoir m'aider, je suis sûr. Sarah, l'agriculture. Oui. Quand on achète du café en Colombie, on parle d'agriculture. Vous l'avez pas? Pas participative. Éthique? Non, pas éthique non plus, mais genre, on paye correctement nos prestataires et on les aide à. Partenarial. Comment vous dites? Partenarial. Non, du tout. Je ne l'ai pas. Mais en tout cas, voilà, ça dit que par exemple en Colombie, on fabrique des villages, on leur met de l'eau potable. J'ai oublié le terme, mais bon, voilà, on est sur ces sujets-là. OK, donc relation avec les sous-traitants, impact sur la communauté, ça, c'est le lien dit social. Ensuite, on a la composition du conseil d'administration, rémunération des dirigeants. Est-ce que la rémunération des dirigeants est cohérente? Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce que, voilà. En tout cas, la transparence, la lutte contre la corruption. Et là, on est sur l'aspect gouvernance. OK, donc ces 3 aspects-là, il va falloir évidemment les ressortir et tant que possible, travailler évidemment des entreprises qui ont qui traitent de ces sujets-là. Outils d'évaluation ESG. Donc, comment on peut évaluer les critères ESG d'une entreprise? Alors, en général, ils sont fournis par MSCI,
par Sustainalytics, c'est une entreprise, Vigeo et Iris, et ils permettent de comparer les entreprises sur les critères ESG. Ce sont des agences de notation, on va le mettre d'ailleurs, agences de notation extra-financière. Vous connaissez les agences de notation déjà? Les notations financières, hein, du coup. Ben là, on est sur des agences de notation extra-financière. Le mot que vous cherchez par rapport à l'agriculture, c'était pas responsable, l'agriculture responsable? Probablement. Oui, vous avez raison. Éthique et responsable. Il y a le terme d'éthique. En fait, c'est le terme éthique que je cherchais. Éthique, parce qu'en fait, responsable, c'est surtout pas polluer les terres, etc. Mais éthique, ça veut dire qu'on met une éthique dans notre démarche. On veut aider les gens avec qui on fait du business à, comme je vous disais, construire des puits, et ce genre de choses. C'est en ça qu'elle est éthique. Ok. Donc, c'est en ça qu'elle est éthique, effectivement. Agent de notation extra-financière. On enlève le N et on est bon. Label ISR français. Label Greenfin pour Green Finance, pour finance verte. Ce sont tous ces organismes-là, ils certifient les fonds d'investissement respectant des critères ESG stricts. C'est ce qu'on appelle, alors je vous l'ai dit, certificats, mais en fait, ce sont des labels. Les labels ISR. On ne va pas donner plus d'indications. Et ensuite, les incidents identifiés, procès environnementaux, scandales sociaux, les licenciements les licenciements économiques pour des entreprises qui tournent, les navires qui perdent du pétrole au large de l'océan et qui polluent, voilà, toutes ces choses-là. Donc là, pareil, il faudra s'intéresser éventuellement aux controverses. Si on parle du luxe, par exemple, bon, ben, le luxe, on pourra parler de ces entreprises qui fabriquaient des vêtements en cuir en utilisant de la peau animale et qui ont arrêté d'utiliser de la peau animale pour utiliser de la peau végétale. Ça, c'est un argument typiquement à prendre en considération. Après, il va falloir évidemment que vous vous intéressiez à tous ces sujets. Il faut savoir qu'ils ne sont pas opposés à l'utilisation des bots, des IA. Vous avez le droit d'utiliser l'IA. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est de demander à l'IA de faire le travail. Vous avez le droit de demander à l'IA de vous faire une synthèse sur ce que sont les critères ESG et de vous expliquer comment ça fonctionne, par exemple, pour aller plus loin que ce qu'on a vu ici. Ensuite, on a la diversification et la gestion du risque. Donc là, pareil, on est aussi dans l'évaluation de l'entreprise intrinsèque. La diversification est le principe selon lequel combiner des actifs peu ou pas corrélés réduit le risque global du portefeuille sans nécessairement sacrifier le rendement. Et ça, on va voir comment, avec par exemple la mesure entre un -1 et un +1, la relation de mouvement entre deux actifs, c'est du coup une corrélation de -1. Cela signifie que des mouvements extrêmement inverses, extrêmement opposés, se fait. Par exemple, j'ai une entreprise qui est très haussière et l'autre qui est très baissière. Et là, on est sur une corrélation. Ensuite, on a des obligations d'État, or immobilier, coté, donc dans le cadre de SIIC, ont une faible corrélation avec les actions. Elles ne sont pas corrélées entre elles. Donc là, on est sur un actif non corrélé. Si on cherche un exemple, on est sur de l'actif ici non corrélé. Ensuite, on a la mesure de la dispersion des rendements. Plus elle est élevée, plus le risque est important. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Donc, plus la volatilité est élevée, évidemment, nous, on est habitués à ce genre de configuration, hein. On cherche justement, au début de notre journée, on cherche les mouvements les plus volatiles pour se donner un maximum de chances d'avoir une rentabilité sérieuse. La diversification ne protège pas contre les risques systémiques. Alors, j'ai hésité. Je crois que plus je vous en mets et plus ça vous demandera de faire des efforts. Il y a différents types de risques. Je vais vous le partager juste une seconde. Je vais d'abord le trouver et ensuite je vous le partage. Il y a différents types de risques sur les marchés financiers. Quand on parle de finance, il y a différents types de risques qui ont été établis, comme on le fait maintenant là. C'est des règles. Bon, ben, il y a tel type de risque, enfin, c'est pour telle raison, tel type de risque pour telle raison, et ainsi de suite. Donc là, ce que je vais chercher à faire, c'est vous montrer au travers d'un de nos cours. Par exemple, vous demandez, vous passez un ordre. L'ordre n'est pas exécuté parce que il n'y avait pas de contrepartie. Ben là, on est sur un risque de liquidité. On peut avoir des risques de type opérationnel parce que il y a eu un problème dans les outils qui sont utilisés, la communication Internet a flanché au moment où vous avez passé l'ordre. Là, on est sur un risque opérationnel. Donc, il y a différents types de risques qui sont à prendre en considération. J'ai pas voulu vous les mettre là-dedans, mais par contre, pour sûr, lorsqu'on travaillera un petit peu, qu'on sera plus à cheval sur les modules, je vous reparlerai de ces sujets-là et je compte sur vous pour me le rappeler au moment venu. Donc là, par exemple, on vous dit que le risque systémique, ça veut dire que le risque systémique, c'est que on a un problème, on a un grip dans le système. Nous, encore une fois, quand on est en formation, je vous l'explique, on évolue dans un système dit financier. Ce n'est pas le seul système qui a existé à travers les âges.
c'est le système dans lequel on est aujourd'hui, qui a grosso modo 200 ans. C'est pas le plus vieux, c'est pas, il a ses lacunes, il a ses dangers, etc. Ce système, lorsqu'on est face à une crise, on appelle ça un risque systémique, puisque c'est le système qui a atteint une de ses limites. D'accord? C'est pas autre chose, en fait. C'est le système qui est arrivé à une de ses limites. Et on cherche à éviter les crises tant que possible, mais au fond, elles sont absolument inévitables. On a régulièrement besoin que les compteurs soient remis à zéro. Et donc, on vous parle ici de la crise de 2008, donc les subprimes, et la crise Covid en 2020. Enfin, ouais. Qui affecte l'ensemble des actifs simultanément. Et là, il n'y en a pas un qui s'en sort mieux que les autres. Tous sont réduits à néant. Elle réduit le risque spécifique à chaque entreprise, puisque ce n'est pas chaque entreprise qui est concernée par le risque systémique, c'est le système dans son ensemble. Alors évidemment, dans ces situations-là, flamber de l'or, flamber des matières premières. Donc même là, on a certaines valeurs. Et c'est ça que je vous dis souvent en formation, c'est qu'il y a des cycles. Et quand on est dans un changement de cycle, on peut rien faire. On a vécu en 2024 une année mais épouvantable jusqu'à l'élection de Trump. D'ailleurs, en 2024. 2024, ça a été une année très compliquée. Ouais. Ok, donc ça, c'est à retenir. Et ici, on a les exercices pratiques. Exercice pratique, par exemple, vous disposez des données suivantes pour deux entreprises du secteur technologique. Entreprise A, PER à 28, ROE à 22 et EBITDA à 35. Laquelle choisiriez-vous pour un portefeuille en croissance? Quel risque spécifique identifiez-vous pour chaque entreprise? Calculez le rendement total potentiel si le PER de l'entreprise A converge vers 22 dans les 18 mois. Alors là, vous avez les réponses. L'entreprise A pour un portefeuille de croissance, forte croissance du CA, donc ça, vous voyez, là, on vous donne des illustrations de ce qui doit être fait. En clair, si vous faites ça sur 2 pages, vous êtes sûr de perdre celui qui va lire votre travail et donc de ne pas lui donner la certitude que vous avez répondu à toutes les questions. Et puis 3, calculer le rendement. Bon, ça pareil, hein, ouais. Les risques spécifiques pour chaque entreprise, risque de déception si la croissance ralentit, effondrement du PER, entreprise B, endettement élevé, donc gearing à 85%, vulnérabilité en cas de hausse du taux ou de rendement de cycle, entreprise A, entreprise B. C'est tout. Je cherchais la C, mais non, j'en ai pas fait. Est-ce que ça va pour vous tout le monde? Donc là, a priori, c'est bon là pour le téléchargement. Pour les attendus, pour l'examen, on les retrouve où? J'arrive pas à remettre la main dessus. Les attendus Les a- dans Dans le cycle, l'exercice de Céphirin. les attendus pour l'examen. Parce que là, vous nous avez montré tout à l'heure ce qui était attendu, puis vous disiez que c'était pas tout à fait pile poil comme vous l'aviez imaginé. Et du coup, les critères évalués, c'est ce qu'on retrouve Ah, dans c'est ce le qu'il y a dans dossier. l'examen, ouais. Ok, Moi, je suis parti de ça pour construire un manuel. ok, ouais. Mais des fois, on va trop loin, des fois, on va pas assez loin. J'ai préféré aller Oui, moins loin. oui, ok. Trop vous en faire et finalement se perdre. C'est ça que je suis assez sûr de mon coup, mais bon, ça va évoluer, quoi. Et pour le coup, au niveau de l'analyse, parce que c'est vrai que j'ai retenu ce que vous avez dit, je sais plus si c'était Mathéo ou Arthur qu'il en avait fait trop. Pour le coup, pour le module 2, bon, j'ai mis des graphes, j'ai mis pas mal de choses, mais pour le coup, on ne peut pas se contenter de faire une seule analyse sur un seul secteur. Enfin, sur le secteur défensif, on ne peut pas faire une seule analyse chartiste sur un seul domaine. Vous demandez Euh, si on analyse si on analyse que l'indice du secteur ou si on analyse aussi certaines actions qui le composent, c'est ça? Bah, pour le module 2, non, là c'est vraiment plus par secteur de ce que j'en ai c'est compris. sectoriel, exactement. Voilà. Donc là, du coup, Par moi contre, j'ai fait les indices. voilà. Et Par contre, quand on parle des actions, là, on est sur la valeur seule. ça, je suis d'accord. Mais Donc pour la le coup, valeur sur laquelle vous allez faire une analyse fondamentale. En fait, on va analyser les actions. On va faire une analyse fondamentale d'une action et on va faire une analyse graphique d'une action et on va faire encore une analyse. Il y a 3 analyses, hein. Donc les critères ESG, 4 analyses. La diversification de la gestion, mais ça, à la limite, c'est pas forcément en phase avec les 2 analyses précédentes. Donc on a une analyse sur les facteurs ESG, une analyse chartiste et une analyse fondamentale. Mais si on a Mais à chaque identifié, fois sur la même valeur. on prend une action par secteur ou on prend une action tout court et on choisit le meilleur des secteurs qu'on a Et non, identifié comme. non, on a dit en répondant au premier exercice, on a dit qu'il faudrait travailler tel type d'entreprise. Maintenant, on va faire une analyse sur ces types d'entreprises. Vous voyez ce que je j'ai veux dire? compris qu'il fallait un portefeuille diversifié. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on en sorte plusieurs. C'est ça? Je suis pas sûr. Parce que dans le module 2, il fallait identifier les secteurs porteurs. Donc, personnellement, moi, j'en ai identifié plusieurs. Je crois que je suis allé un peu plus loin parce que je suis allé carrément faire de l'analyse sur les actions directement, en plus des indices. Mais Ouais. du coup, là, le truc, c'est qu'on a plusieurs secteurs porteurs. Alors, du coup, si on doit analyser qu'une seule action dans tous ces secteurs-là, Ah non, comment non, pas une seule action. Non, non, pas une seule action, par contre, hein. D'accord, ok. Donc, on choisit une action par secteur, en gros, par secteur qu'on a vu Exactement. dans le module précédent. D'accord. Exactement. Voilà. On avait la Euh, même question. Hassen, vous me dites que vous n'avez pas le module 3. Je l'ai envoyé il y a deux envois. Je le Il y renvoie avait dans le groupe. c'est ça, hein, sur le module 3. Comment, pardon? Il y avait une seule page pour le module 3.
Non, le module 3, on avait calculé 4 pages, 3 pages, de la 12 à la je sais plus combien. Non, il y a 3 pages sur le module 3, donc il y a eu un bug encore. Bougez pas, module gestion, on va l'appeler C'est peut-être moi qui gestion, déconne, hein. module. Non, non, pas du tout. Parce que, Mais ouais, bah, en fait, il faut que je l'enregistre à chaque fois, sinon il ne le prend pas en compte. parce que Donc moi, il je me vais sort aller vérifier. que la page Vous avez 10. 3 pages? Non, de ce que je vois, il me sort que la page 10. Oui, bah c'est pas normal. Il vous en manque. C'est tout le monde pareil ou c'est que moi? Parce que là, le Non, non, je fichier, pense que c'est tout le monde pareil, parce que c'est la question que je me posais, je crois. il fait 2 mégas et une seule page, ça fait lourd pour une seule. Enfin, 2 mégas pour une seule page, c'est un peu lourd. Là, vous devez avoir le bon cette fois. Dites-moi, je viens de vous l'envoyer dans le. Tout à l'heure, j'ai 3 pages. Je sais pas. Là, je viens de vous l'envoyer cette fois, Hassan. Il fait 2,31, mais il avait 3 pages cette fois. Moi, j'ai toujours pareil, j'ai toujours le même problème. Non, parce que vous avez téléchargé manuel gestion. Il faut télécharger manuel gestion module 3. C'est le dernier que j'ai envoyé dans le chat. Ouais, c'est ce que. Hassan, c'est bon. Léo, 3 pages de mon côté, c'est bon. Bah, moi, je suis blonde. Non, non, c'est le dernier, là. Regardez le dernier que vous avez. Il s'appelle le dernier que vous avez dans le chat. Il s'appelle manuel gestion module 3. J'ai fait. Sarah, je sais pas si vous êtes sur téléphone ou sur ordi, mais en tout cas, moi, ce que je vois sur téléphone, c'est que quand on l'ouvre, il y a que la première page qui s'affiche et qu'il faut, au lieu de swiper vers le bas, il faut swiper vers la droite pour avoir les autres pages. Ah, merci, le swipe. C'est Ça ça? va. Super. Ouais, Ah, c'est bah, tout bon, nickel. merci. Allez, parfait. Par contre, tout le monde l'a pas chargé, donc je sais pas. Ah, c'était peut-être, il y avait peut-être toutes les trucs alors tout à l'heure aussi. Eh oui, 3, je vois maintenant, 3 pages. Ah oui, il y avait déjà 3 pages en fait dans le précédent. Il Non, fallait effectivement aller à droite. Encore voilà, faut-il le savoir, c'était. écoutez. Désolée. No souci. Allez, génial. Je vous libère. Demain, 20h, on fait que de la correction. Et jeudi, on fait le module 4 avec les obligations. Là, par contre, les obligations, vous allez déguster parce que ça, autant on voit quelques petits trucs nouveaux à chaque fois. Les obligations, ce sera vraiment que du nouveau. On ne les traite pas en formation. D'ailleurs, je pense qu'à l'avenir, on les intégrera pour mieux se préparer à la certification. Je pense que ce serait une bonne idée. Dites-moi Ouais. les autres, si vous voulez qu'on les traite ensemble, c'est volontiers. Bah, Si vous moi, préférez c'était par téléphone. surtout le truc que je vous ai envoyé, l'exercice 2, ce que j'ai fait, du coup, pour savoir si je suis parti un petit peu trop loin Ah oui, dans je vais vous l'exercice dire. ou. Parce que moi, Très il me bien. semble que j'ai fait l'exercice de module 3 ensemble. Enfin, Vous avec avez mis le 2 et le 3 dans le même? peut-être. Zéphyr 1, analyse jointe. Après, peut-être je suis à côté de la PIB, plaque, hein. PMI, l'inflation est en baisse, mais le contexte de guerre, ça on l'avait déjà vu. Analyse sectorielle dans le cadre Danone, ok. UT3, UT1, ok. Les volumes, Sanofi. Du coup, ça veut dire qu'en analysant Sanofi, Danone et Veolia, vous les considérez du même secteur? Oui. Ok. Ça, il faudra peut-être mettre une petite phrase pour le préciser et Bah, du coup, vu l'expliquer, qu'on quoi. était dans le contexte défensif, j'ai choisi Ralentissement 3 actuel, il est actions. préférable de s'orienter vers des valeurs défensives, type consommation de base, santé, énergie. Je vous l'ai dit avant de voir que vous l'aviez fait, mais ça, c'est typiquement parfait. Ok. Donc, non, non, c'est très bien. Non, non, c'est très bien. Vous n'êtes pas du tout à côté de la plaque. Non, c'est ce qu'il faut, hein, d'ailleurs, ce qu'on vous demande, hein. C'est ce qu'on vous demande, donc c'est très bien. Arthur, c'est bon. Continuons. Donc, pas besoin de refaire des exercices. A priori, non. On en reparle demain, quand on va vraiment approfondir le sujet. Demain, 20h. De toute façon, on s'occupe de reprendre tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent avec des exemples et tout ce qu'il faut. Nickel. Ça roule. Et vous, Mathéo, vous avez besoin qu'on se parle en privé? Non, pas forcément. Je peux vous en parler là aussi. Allez, let's C'était go. un petit peu la même question que je crois que c'est Arthur qui a pris la parole. C'est ça, oui. Globalement, moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai analysé 15 actifs. Donc, sur 3 secteurs différents, j'ai analysé l'indice plus une petite poignée d'actions. Donc, j'ai fait l'analyse fondamentale et chartiste. Je voulais savoir si, globalement, quand on rend le dossier comme ça, bon, ça, en l'occurrence, c'est le module 2. Eux, ils vont voir, le jury, ils vont voir tel exercice, c'est à tel module. Ils vont voir le dossier dans son ensemble. Parce que s'ils voient tel exercice pour tel module, du coup, ils vont se dire, mais là, il est allé trop loin. Ça, c'est module 3. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, ils vont voir, en fait, là, actuellement, vous écrivez sur des feuilles blanches sans lien avec l'exercice. En fait, D'accord. l'idée, c'est que vous repreniez le Séraphin et que à la fin de l'énoncé de l'exercice, avec les points à reprendre, etc., là, vous mettez votre travail. Je crois que c'est ça. Et donc, on fera systématiquement le lien entre ce qui est demandé, ce qui est attendu et ce que vous avez écrit. Et là, effectivement, je vous confirme, là, pour le coup, c'est beaucoup trop dense parce que on se retrouve euh, dans le cadre d'une rotation sectorielle. Donc, on doit s'intéresser au secteur qui est en rotation, mais tous les secteurs ne seront pas en rotation. Et là, en fait, on se retrouve avec de l'aéronautique défense, de l'énergie, de la santé, de l'or, et Non, l'or, deuxième. j'ai analysé que les 3 premiers là que vous avez cités. L'or, je l'ai pas analysé puisqu'on parlait de valeur mobilière. L'or, c'est pas une valeur mobilière. Du coup, voilà. Et pourquoi il y a l'or alors? L'or indicateur de stress et de valeur au sujet. C'est juste pour corroborer avec ce que j'avais fait juste avant, mais c'est pas après dans l'analyse. Je veux dire, je suis pas allé analyser les cours de l'or pour. Je pense qu'on doit s'en tenir au secteur. Ce qu'il faut Ok. montrer, c'est que vous avez pu identifier le secteur, vous l'avez isolé,
et vous avez travaillé sur le secteur et pas le reste. Mais globalement, là, vous voyez, j'ai pondu quelque chose comme 10 pages. L'or, du coup, il est pas dedans. Donc, l'or, il fait quoi? Il fait 2 paragraphes, je crois, dans mon truc. Si on les enlève, il reste quand même 10 pages, quoi. Ah oui, oui, non, parce que du coup, vous avez fait la santé, il fallait pas. En fait, si on a identifié un secteur porteur, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on fasse tous le même travail en réalité. Parce qu'il y avait écrit les secteurs porteurs, identifier les secteurs porteurs. C'est pour ça, du coup, moi, j'en ai sélectionné plusieurs. Dans l'énoncé? Ouais. Ah ouais, excusez-moi une seconde, je vais vérifier. Les autres, vous l'avez sous les yeux pour pouvoir le vérifier ou j'y vais? Je suis pas au bon endroit. Oui, effectivement. Moi, je rejoins Mathéo. J'ai intégré pharmacie dans la santé et j'ai fait la même, hein. Moi aussi, j'ai parlé de la santé. Oui, la santé, je veux bien, parce qu'on vous dit que dans une phase de ralentissement, la santé et l'or et d'autres trucs sont concernés. Mais par contre, ensuite, ok, donc ça c'est dit, donc on doit faire une illustration, un paragraphe, je dirais, qui reprend ces éléments. Mathéo, ce qu'il a fait, lui, je peux montrer Mathéo votre travail? Oui, allez-y, il n'y a aucun souci. Mathéo, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a carrément fait un paragraphe, même plus qu'un paragraphe, un chapitre pour chaque. Moi, perso, le fait d'en avoir plein, ça me plaît. Mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'il est rigoureux, il a besoin d'avoir toutes les informations pour pouvoir prendre des décisions et c'est important. Après, Oui, mais attention, parce que là, ce qui peut poser problème, je pense, c'est que derrière, on vous dit, oulala, il faut que ce soit simplifié. ah oui, là, on est allé trop loin. Parce que au fait, vous avez dit qu'ils comprennent peut-être pas tout ce qu'on met, qu'il faut argumenter, Euh, etc. Donc, du coup, moi, je m'arrange Oui, pour mais que, voilà. dans un paragraphe, regardez. Donc là, on a le travail de Mathéo. Donc, analyse sectorielle, mars 2026, France, analyse fondamentale. Rappel du contexte. Dans le rappel du contexte, vous pouviez faire un rappel du contexte de la même taille, sauf que vous mettiez donc la méthodologie de la sélection du secteur, de la sélection du sectoriel. Donc ça, à la limite, pourquoi pas? On est sur du défensif, on fait un rappel. Mais tout ça, ça va en fait dans le rappel du contexte. Ce qui pose problème, c'est qu'ici, après, on a des secteurs porteurs dans la tempête, aéronautique et défense, énergie, couverture contre l'inflation, et santé, le pilier défensif. Le problème, c'est que là, en fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est un investissement sur une de ces valeurs. Vous me suivez? On cherche à investir dans ce secteur-là. Et en faisant ce que vous faites, en réalité, on a l'impression que vous n'avez pas sélectionné le secteur sur lequel vous voulez faire l'investissement. Là, on doit sélectionner, là, déjà, il me semble que la consigne, c'était identifier les secteurs porteurs. Du coup, moi, j'ai identifié 3 secteurs porteurs. Mais j'ai fait Oui, quand mais même alors, une synthèse tout oui, en mais bas. alors, oui. Associé à l'étude macro. Euh, Du coup, la synthèse? en gros, ça veut dire que comme on est en phase de ralentissement, il faut sélectionner le secteur défensif qui était précisé dans le cours. Oui. Voilà, donc en lien avec ce qu'on a fait juste avant. Mais quand on se retrouve à reprendre tous les secteurs individuellement, en réalité, on réélargit le travail. Et on l'a vu, ça, dans le cours secteur aéronautique, défense, énergie et santé. Oui, certainement. Certainement. Ils sont cités, mais pas forcément pour ce que le. Enfin, moi, j'interviens, En je me fait, permets. ils font tous les trois partie des secteurs qui vont être impactés par cette situation économique. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il faille en faire un paragraphe pour chacun. Mais restez là-dessus pour le moment. Moi, j'enverrai du coup votre travail pour faire vérifier et on nous dira ce qu'ils en pensent. Et là, je Ok. vous dirai, voilà ce que eux disent. Moi, là, Et on a vous une information. pouvez jeter un œil aussi, du coup, après les sources. Donc là, vous descendez, et ensuite, donc là, vous avez les sources, et après, vous avez la partie analyse technique qui arrive Ouais. après. Si vous avez un petit moment d'ici demain ou quand on verra ça ensemble, j'aimerais bien que vous regardiez un petit peu tout ce que j'ai fait vite fait, vous lisez en diagonale pour voir voilà, si ça convient. Et juste de rajouter les graphiques ou si c'est pas terrible. Ah non, pour moi, c'est très complet, même. Très complet. Une vraie biblio. Ah ouais, non, franchement, c'est impressionnant. On a l'indice, Là, typiquement, vous m'avez mis Thalès. voilà, mais il y en a 2 autres ensuite, non 3 autres ensuite. Et puis après, on est sur Ça, c'est cette. ce qu'il faut. Ça, c'est ce qu'il faut. Qui sont en lien avec les secteurs que vous avez identifiés là-haut, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Après, énergie. Ok. Ah ouais, ça en fait beaucoup quand même. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Après, si tout est fait correctement, en fait, ce que je veux pas, moi, c'est qu'on en mette tellement que ça vous fasse faire des erreurs. C'est-à-dire que si vous en faites 2, mais 2 parfaites, c'est mieux que d'en faire 15 et 15 avec des erreurs, parce qu'ils verront les erreurs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, très bien. Voilà, j'ai tout dit. Là, j'ai tout dit. Donc, on reprendra chaque élément pour s'assurer que tout est conforme et que tout est en phase avec les attentes. Et il faudra ajouter évidemment les graphiques. Ces secteurs représentent effectivement une dynamique de hausse ou de fin de tendance baissière très différente de ce que montrent les graphiques du CAC 40, donc décorrélés, qui représentent plutôt une hausse globale à horizon très long terme, mais qui. Donc là, typiquement, il manque des moyennes mobiles, là, enfin, ouais. En fait, quand vous dites que la tendance est baissière, fin de tendance baissière, pourquoi?
parce qu'on a un croisement des Et moyennes voilà, mobiles, et ce ça, croisement des moyennes mobiles. on voit dans tous les indicateurs que j'ai mentionnés, je mets que là, en gros, on arrive par exemple à une baisse en pourcentage qui correspond à quelque chose qui pourrait être globalement inquiétant, mais qui, selon le contexte, d'après le contexte géopolitique, en gros, ça marque plutôt la fin d'une baisse, la fin d'une correction puissante, plutôt qu'un départ vers quelque chose de beaucoup plus dangereux. Enfin voilà, c'est des trucs que j'ai noté tout ça dans tous les trucs hyper denses. C'est hyper. Parce que là, on parle d'analyse technique, hein, on est d'accord. Ouais, exactement. Ouais, non, mais c'est bien l'analyse technique que j'ai fait. J'ai fait à chaque fois un petit rappel du fondamental, mais très Où bref. sont les outils techniques? Ils sont notés dedans, tout est noté dedans. Je parle des moyennes mobiles, des trucs, des machins, graphiques mensuels, hebdomadaires, journaliers, tout ça. Ah, voilà, là, je l'ai, ouais. Là, je l'ai, moyenne mobile, ok. Et donc, est-ce que toutes ont en lien, par exemple, le cours maintenu au-dessus des moyennes mobiles long terme? Ouais, enfin, tout est. Et moyenne mobile long terme, il faudrait peut-être les spécifier par rapport au cours. C'est Entre noté. parenthèses, C'est 200. noté, c'est noté aussi, je crois, sur le paragraphe d'introduction où je dis ce que j'utilise. Mais sinon, en général, c'est écrit là dans les paragraphes, c'est écrit. Peut-être que c'est Donc, pas des écrit. moyennes mobiles, là, je l'ai, des moyennes mobiles, mais j'ai pas le détail des moyennes. Non, mais là, si vous regardez les paragraphes, c'est pas écrit forcément à chaque fois, mais la plupart du temps, c'est écrit la même Mais leçon. ouais, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est que votre analyste, celui qui va corriger votre travail, il va le lire en diagonale, comme vous le dites. Et le problème, c'est que s'il tombe sur celui où c'est pas marqué, pour lui, c'est faux. Ah ouais. C'est pour ça que je préfère en faire moins, mais très qualitatif, que beaucoup où j'ai pas toujours toutes les infos. Parce que lui, par exemple, ce qu'il va faire, c'est prendre, allez, secteur aéronautique, et je vais prendre l'entreprise Thales. Vous l'avez dit dans l'exemple d'avant, mais vous l'avez pas dit dans Thales. Et ben pour lui, c'est faux, du coup. Et là, effectivement, vous voyez, là, typiquement, on a les moyennes mobiles. Ils sont vrais, pour le coup. Donc, vous voyez, je préfère que Ouais, vous en ayez un parfait, allez, deux parfaits, que 10. Je dis pas qu'ils sont mauvais, hein, mais ils sont imparfaits parce que vous le dites dans l'un, pas dans l'autre, et ça peut être gênant, je pense. Ok, ouais, bon, bah, du coup, à ce niveau-là, tout simplement, au lieu de tous les virer, je vais juste rajouter ce qui manque, et puis ça ira bien. Par exemple, oui. Alors ça, oui, ça, c'est encore mieux, ouais. Ça, c'est encore mieux. Ça, c'est encore mieux, ouais. Et du coup, ce qu'a fait Sachant Mathéo, que dans là, c'est l'étape 3, a priori, on va parler justement de l'action, des bidas, de chiffres. Donc, ça veut dire que vous devrez refaire tout ce travail pour toutes ces valeurs. Ouais, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai déjà commencé à en parler un petit peu dans ces paragraphes-là. Parfait. On parle des bidas, etc. Donc, Eh ben, c'est parfait. Oh ben, vous avez bien fait de poser la question au groupe parce que pour le coup, je pense que ça a été utile à tout le monde. Et c'est bien en fait de faire ça, poser vos questions. Tout le monde y gagne parce que même si tout de suite les élèves ne se font pas forcément poser la question, ils sont bien contents d'avoir la réponse avant de se poser la question, quoi. Ils se souviennent qu'on en a parlé et du coup, on aura l'enregistrement qui fera le travail aussi. Ça roule tout le monde? oui, merci. Bonne soirée. Avec plaisir, toujours aussi Bonne enthousiaste soirée. ou l'enthousiasme a disparu? Bah là, il y a beaucoup de termes qui sont assez complexes et pour lesquels il faut faire pas mal de recherches en parallèle. Ouais, Et ça si on a prend des du temps, questions, hein. Ah, ben, je suis là, hein. Là, en plus, je vais être un petit peu plus dispo. J'avoue que je vous l'avais dit, hein, de toute façon, ça avait été très compliqué là sur les 4 dernières semaines. Ça va être plus léger les semaines qui viennent, donc je vais de nouveau être disposé à vous aider. Et je vous donnerai des infos par rapport à ce qu'on s'était dit l'autre fois à propos du partenaire qui cherche des quantités considérables de Bitcoin. On a réussi à peut-être trouver un contact. Je vous donnerai des nouvelles parce que ça, pour le coup, c'est assez hors du commun et c'est bien que vous puissiez savoir comment ça fonctionne. Voilà. Allez, très bonne soirée à tous.